Je suis partie dans la catégorie bikini, au début, donc la plus soft du bodybuilding. Mon fils est décédé d'une méningite foudroyante. 5 semaines de vie, c'est peut-être tout simplement suffisant pour lui, pour avoir marqué le monde. Je veux pas qu'il meure pour rien. Je me suis vraiment battue. Elle m'a dit, Morgane, sans toi, ma fille, elle serait morte. Il m'a dit, en fait, ça a complètement proliféré. Votre cancer est sur tout le côté de votre tête. Et là, un squat à, je sais plus, c'était 70 kilos, je ne me rappelle plus exactement. Mon dos est vache. Elle est coach sportive et mentale, mais aussi hypnothérapeute. Comment a-t-elle trouvé la force de se relever après la perte de son enfant? Qu'est-ce qui l'a poussée à ne jamais abandonner, même après un accident qui aurait pu l'empêcher de marcher? Comment le sport est devenu son outil de guérison? Cet épisode est une immersion dans le monde du crossfit et du bodybuilding. Elle nous dit tout et reste surtout jusqu'à la fin pour les 3 instants signature. N'hésite pas à t'abonner pour ne rien rater des prochains épisodes. Écouter des parcours inspirants, c'est apprendre autrement. Alors laissez-vous inspirer. Bonjour Morgane. Bonjour. Je suis très contente d'être avec toi aujourd'hui. On est dans les locaux de Synergie Plus, la fiduciaire, donc merci à eux. Et petite mention pour Pack Entreprise, avec qui je collabore, qui est donc le one-stop shop des entreprises. Je ne vais pas te demander de te présenter, je vais le faire moi. Ok. Et j'aime beaucoup démarrer par une citation, et j'en ai trouvé une du philosophe Nietzsche, qui, je trouve, correspond bien à ton parcours. Ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Morgane, s'il y a bien une chose qui te définit, c'est cette force intérieure inébranlable. Depuis l'enfance, le sport a toujours fait partie de toi. D'abord sur la glace, avec le patinage artistique, puis dans le dépassement de soi, avec le crossfit et le bodybuilding. Mais ton parcours ne se résume pas au podium et aux entraînements. La vie t'a mise face à des épreuves d'une intensité inouïe. La perte d'un enfant, un cancer, et un accident qui a failli également t'empêcher de marcher. À chaque fois, tu aurais pu abandonner, mais non, tu as choisi de te relever encore et encore. Aujourd'hui, tu es coach sportive et mentale, hypnothérapeute et auteur du livre « Les combats de vie ». Chers auditeurs, vous allez être inspirés par son courage, sa résilience et sa capacité à transformer la douleur en force. Vous allez être touchés en plein cœur. Cet épisode promet d'être aussi puissant qu'inspirant. Morgane, bienvenue dans Parcours Inspirant. Merci. Waouh. Tout un programme. Ce qui ne tue pas rend plus fort, je l'ai tatoué si jamais. Mais non. C'est vraiment... Il n'y a pas de hasard. Mais oui, Waouh, ok. Oui, il est tatoué. D'accord. Eh bien, écoute, comme quoi. Eh oui. J'aimerais qu'on attaque par comment tu étais autour des 10 ans. Le sport faisait déjà partie de ta vie, Oui. mais pas celui qui fait partie de ta vie aujourd'hui. Non. Et c'est intéressant de voir que déjà jeune, le sport... Le sport, globalement, oui, j'ai appris à marcher, normalement comme chaque enfant, à skier 2 ans. J'avais une maman qui était monitrice, donc très très vite, le sport faisait partie intégrale de mon quotidien. Hein. Dès qu'on avait des moments libres, on allait faire du sport, ski, un peu tout. Patinage artistique est arrivé à 4 ans. Donc là, j'ai commencé le patinage artistique. J'étais vraiment douée pour le patinage artistique. Scolairement, c'était compliqué, mais l'exutoire, c'était vraiment le patin. Je voulais faire sport-études, je voulais être athlète professionnelle dans le domaine du patinage artistique, je voulais faire les Jeux Olympiques. Enfin bref, ouais, et vraiment, j'y croyais. C'est pas que... quand on est enfant, on n'a pas de limitation. Et en fait, c'était sûr. C'était ça. Et à 9 ans, j'étais espoir en patinage artistique. Donc, de 4 à 9 ans, ça fait quand même un bon bout de chemin. Ça veut dire que je concourais avec les personnes qui avaient 2 ans de plus que moi. Et en 92, c'était les JO d'Albertville. Je crois que c'était les JO d'Albertville. Ouais. Il y avait Soria Bonali qu'on a été voir et mon entraîneur m'a balancé comme ça. En fait, moi, ça m'est resté et ça me restera toute ma vie. Tu sais que Morgane, tu as le potentiel pour que les prochains JO, ce soit toi. Donc, tu puisses, en tout cas, avoir accès. Alors, j'étais jeune, donc c'était peut-être pas les 4 ans là, mais en tout cas, dans un futur. Il me l'a balancé comme ça. Sauf que moi, je l'ai pas juste pris comme ça. Pour moi, c'était, je vais faire les JO.
Ah, énorme. Mais c'était vraiment, je vais faire les JO. Je suis partie de là-bas, je crois que j'avais dit à mes parents, moi, je vais faire les JO. Et je crois que ton père était triathlète aussi. Mon papa était triathlète, ouais. Ok. Mon papa était triathlète, donc vraiment le sport, mon père se levait à 5 heures du mat pour partir faire du sport, c'est normal. Mais moi, toute ma vie, ça, c'est normal. C'était ma religion. Mm. C'était ma religion et quelle belle religion. Carrément. Quelle belle religion, parce que le sport, c'est ce qui m'a permis de me construire complètement. Tes parents ont divorcé. Oui. Et là, un monde s'effondre. Ok. Mes parents se sont séparés quand j'avais 6 ans, mais on habitait toujours à côté de chez mon papa, donc il n'y avait aucun souci, enfin, pas de changement, mis à part la séparation. C'est plutôt sur les coups entre 9 et 11 ans, parce qu'on a dû du coup déménager. En fait, ma maman travaillait depuis quelques années en Suisse. On habitait à Annecy. La route, elle n'en pouvait plus. Du coup, elle a trouvé un appartement à Douvaine, donc En France voisine. franche voisine de la Suisse. Sauf que, moi, c'était la détresse, en fait, j'ai pas compris. J'ai pas compris. Je comprends hein, que pour elle, c'était difficile, mais pour moi, c'était sûr qu'il y avait une patinoire. Pour moi, là où on allait, il y avait une patinoire. Donc voilà, donc je perdais mon entraîneur et tout le reste, mais je retournais à un endroit où il y avait une patinoire. Là, en fait, encore aujourd'hui, c'est hyper dur. Hein. Je sais que c'est pas passé parce que je le ressens, mais parce qu'aussi je suis maman et je pourrais jamais faire ça à mes enfants. Après, je peux pas non plus l'en vouloir. On n'était pas dans la même génération. À l'époque, on le sait bien. Hein, et eux, c'était encore pire. Les enfants suivaient, c'est tout. On n'avait pas le droit vraiment à la parole, à quoi que ce soit. Enfin, les rêves, c'était le rêve des parents. On n'avait pas le droit de rêver en tant qu'enfant pour son avenir. C'est les parents qui rêvaient, ils essayaient de se sauver et puis on devait suivre et c'est tout. Et puis, il n'y a pas de jugement derrière tout ça. Mais il y a une profonde blessure, oui. Je crois qu'il y avait aussi dans ton enfance, et ça fait partie de ta construction, tu t'es beaucoup occupée de ta petite sœur. Et parce qu'effectivement, le contexte familial avec ta maman était compliqué. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça t'a forgé aussi ton caractère? Ma petite sœur est arrivée en 94, le 7 mars. Et ça a été le plus grand bonheur de ma vie. Oh, elle m'a complètement sauvée, en fait. J'étais, je pense, dans une certaine... Aujourd'hui, avec du recul en tant qu'adulte, je pense qu'il y avait une certaine, peut-être, dépression. Mais sans m'en rendre compte, je mangeais énormément. Ok. Ouais, j'étais partie dans de l'hyperphagie. Je mangeais énormément. J'étais pas grosse parce que je faisais beaucoup de sport. Ça n'a jamais changé mon rythme sportif. Honnêtement, ma sœur, je crois c'est pas bien ce rôle-là pour elle, mais elle m'a permis en tout cas d'être heureuse. Quand je sortais de l'école, je voulais vite rentrer pour aller la voir. Ouais, vraiment, on a 11 ans de différence avec ma petite sœur. D'accord. Et effectivement, je me suis énormément occupée. Ma maman s'est séparée de son papa et du coup, elle était seule avec 3 enfants. Et au final, on est arrivé à un stade où vers les 14 ans, je m'occupais vraiment tout le temps d'elle. C'est moi qui rentrais, qu'elle allait chercher chez la nounou parce que sinon, ça coûtait plus elle restait longtemps, plus ça coûtait cher. Je la douchais, je lui donnais à manger, le goûter. Enfin, en fait, je m'occupais vraiment intégralement d'elle, au point même que, adulte, ma sœur a dû aller voir quelqu'un pour dissocier et remettre les choses en place, que j'étais sa sœur et pas sa mère. Oui. Le lien était, oui, le lien est, et même encore moi aujourd'hui, je le dis que j'aime ma sœur comme j'aime mes enfants. C'est assez particulier. Et à 17 ans, t'es partie de la maison. Je suis partie, j'avais besoin de me sauver. C'était compliqué dans la vie de ma maman. Les relations qu'elle a pu avoir avec des hommes étaient compliquées. Il y avait de la violence, il y avait... c'était vraiment difficile. Et je me suis dit, un jour, je vais rentrer, je vais voir quelqu'un de mort. Et en fait, j'avais besoin de fuir et de fonder ma famille. Donc, je me suis barrée. Ok, et t'as pris un premier job chez Globus. Ouais. C'est un job alimentaire. Mais oui, Genève. Ouais, je travaillais dans la confection pour hommes pour Saint-Laurent, Globus Genève. Ouais, du coup, 18 ans, j'avais peut-être 17 ans et demi, mais je crois que j'étais quand même majeure. Mais oui, donc très, 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 très jeune, quoi. Moi, j'ai fait un apprentissage avant. Oui, oui. Mais oui.
Et finalement, très tôt, tu rencontres le premier homme de ta vie, ton mari, Oui, et très rapidement, les choses s'enchaînent. Un oui. premier enfant. Un premier enfant en 2005, Inès, qui a 20 ans aujourd'hui, enfin qui aura 20 ans en juin. Donc oui, ça rajeunit pas. Oui, Et en 2007, ton petit garçon, mon petit garçon, ouais. Diego. Diego. Qu'est-ce qui s'est passé? Euh, alors, Diego, j'ai donné la vie à un petit garçon le 22 juin 2007. Il est né avec un retard de croissance, mais quelque chose qui pouvait se rattraper. Il fallait juste que je le nourrisse euh, plus souvent. Néanmoins, déjà dans le ventre, on me disait qu'il y avait un retard de croissance et puis j'insistais à chaque fois. Donc du coup, j'étais vraiment très suivie. Du coup, on m'a provoqué l'accouchement parce qu'il grandissait plus dans le ventre. Donc voilà, il y avait déjà, si on veut bien, au niveau immunitaire, il fallait quand même déjà qu'il rattrape un petit peu ce retard. Et à l'âge de 5 semaines de vie, j'ai été très très inquiète pour lui. Je vais essayer de ne pas du tout aller dans les détails, de juste expliquer en gros. Parce que sinon le podcast il va durer 3h30. Donc, mon fils est né le 22 juin 2007 et il est décédé le 27 juillet 2007 d'une méningite foudroyante. Voilà. Si il y a eu un homicide par négligence qui a été reconnu une année après, je me suis vraiment battue pour faire évoluer les choses, pour que sa courte vie ne serve pas à rien. Ça a été un sacré combat, ça a été... En fait, c'était une mission. Comme une mission qu'on pourrait voir pour aller obtenir un objectif finalement. Ben, en fait, ça a été une mission. La mission, c'était, j'ai donné la vie à un petit garçon. Je veux pas qu'il meure pour rien. Je veux que ça laisse des traces, que ça reste, mais que ça serve surtout. Pas juste, ah, Morgane, elle a perdu un enfant, oh, la pauvre. Pas du tout. En fait, ça sert à rien. On n'avance pas avec ça. Il faut faire bouger les choses. Et puis, j'ai été en lien avec Isabelle Moncada, qui est journaliste à la RTS pour l'émission 36.9. Pendant une année, elle m'a suivie complètement. Et on était en procès en même temps, donc elle ne pouvait pas diffuser. C'était assez particulier, mais ça a été un pilier, cette femme elle, exceptionnelle, vraiment. Et elle m'a beaucoup, beaucoup aidée, aussi des contacts. Et aujourd'hui, le sujet d'examen, le dossier médical de mon fils, c'est un sujet d'examen à l'Organisation mondiale de la santé. Donc, elle y a clairement contribué. Et suite à ça, donc le homicide par négligence a été reconnu. Il y a des hôpitaux, dans tous les hôpitaux cantonaux, il y a des urgences pédiatriques. Grâce à Dieu. Et tu as réussi à faire reconnaître ça comme une erreur médicale? Oui, un homicide par négligence. Le terme exact, c'est homicide par négligence. Ok. Mais c'est qu'une histoire de mots, mais c'est la même chose. Oui, oui, l'hôpital l'a reconnu. Et en 2024, tu as sorti un livre, Les combats d'une vie. Oui. Quel message tu voulais véhiculer? Alors, ce livre, c'est une biographie, mais qui n'est pas... le but, c'est pas... je vous raconte ma vie, lisez-la, elle est trépidante, pas du tout. Le but de ce livre, c'est de véhiculer de la lumière dans l'obscurité. C'était ma façon à moi d'essayer d'aider les gens en se disant, vous savez, en fait, vous pouvez vivre la pire chose de votre vie sans vous rendre compte, en fait, vous vous rendez pas compte qu'à ce moment-là, en fait, vous êtes en train de vous construire dans le meilleur. Et en fait, comme je le dis toujours, dans l'obscurité, il y a toujours de la lumière. Par contre, la lumière, elle va pas venir à vous. Il faut aller la chercher. Et en fait, dans plein de chapitres de ce livre, c'est exactement ce que je mets en avant. Oui, j'ai perdu un enfant, mais. Oui, j'ai eu un cancer, mais. Oui, j'ai eu un accident, mais ça m'a apporté ça. Ça m'a apporté ça. Grâce à ça, il y a eu ça. Grâce ou à cause, comme vous voulez. Après, finalement, le terme, il est égal. Et en fait, j'ai compris qu'à 27 ans, le jour de mes 27 ans, je me souviendrai toujours, je me suis dit qu'en fait, j'étais accomplie et que je pouvais mourir. Parce que pour moi, j'avais tellement appris du décès de mon fils, j'avais tellement appris, tellement compris, j'avais tellement vécu déjà de choses à 27 ans, que je me suis dit, tout ce qui sera après 27 ans, ce sera du plus. Mais que pour moi, j'avais l'impression d'être complètement accomplie. C'est dur de dire ça quand même à 27 ans. Hein. Aujourd'hui, j'en ai 41. Et j'en ai encore eu des choses au final. Alors, des belles et des difficiles, mais au final, à chaque fois, mais je dis merci. Mais
Pour en revenir à Diego, cette reconnaissance, elle t'a aidé, tu penses, au niveau... Parce que finalement, c'est assez rapide, Une année après. une année après, de se dire, OK, Oh, j'arrive à me dire, c'est derrière, il est toujours présent avec moi, il m'accompagne, mais ce choc... c'est jamais derrière. OK. C'est jamais derrière. Mm. Tu apprends à vivre avec. Et en fait, pour te dire à quel point, quand tu commences à partir en procès contre l'État, parce que l'hôpital, c'est l'État, Mhm. tu as l'avocate qui te dit écoutez, je vais être honnête avec vous, ça peut prendre une année minimum, jusqu'à 10 ans, pour obtenir quelque chose. Et c'est possible qu'après 10 ans, nada. Mm. Et j'ai dit mais moi, des montagnes entières, je pousserai. Mais je vous assure d'une chose, c'est qu'on me dira oui, vous avez raison, ça nous a échappé. C'est tout ce que j'avais besoin d'entendre. En fait, quand tu vis un deuil, tu peux pas commencer le processus de deuil tant qu'il n'y a pas la reconnaissance. Et en fait, il faut vraiment comprendre que la reconnaissance, c'est une libération. En fait, on nous offre la possibilité, je vais donner une image, c'est comme si on est dans une prison et que la porte est fermée. Donc en fait, dans le deuil, on est dans la prison. Et en fait, on ne peut pas vivre notre deuil. Parce qu'en fait, on est enfermé par une injustice. Quand l'homicide par négligence a été reconnu, on a ouvert la porte. Ça veut dire qu'en fait, je suis toujours là, mais je peux sortir. Mais je peux y revenir, mais je peux sortir. Donc en fait, je suis libre. Je suis libre de choisir de rester dans cette cage, je ne sais pas comment tu dis, dans cette prison. Mais je suis aussi libre d'y sortir parce qu'on m'a donné la possibilité d'en sortir. Et ce qu'il faut comprendre quand il y a de l'injustice, c'est ce qu'il y a de plus dur. Quand on est convaincu qu'il y a eu quelque chose, en fait, si je devais donner un message, c'est battez-vous. Parce que si vous êtes convaincu, vous arriverez à obtenir gain de cause. Quoi qu'il en soit, notre puissance, je crois qu'elle est limitée à pas de limitation. Mais comment tu as eu cette conviction qu'il y avait eu cette erreur? Ah, mais je l'ai vécu. Ok. Oui, parce que c'est vrai que j'ai pas raconté Oui. la nuit là, mais je l'ai vécu. J'ai vécu la nuit. Bien sûr qu'il y a eu donc dans les grandes lignes, moi j'ai amené mon fils donc à l'hôpital. Il avait juste un rhume, donc je l'ai amené à l'hôpital pour un rhume. Et il avait des sécrétions nasales qui étaient un peu épaisses. Il avait 5 semaines de vie. Hein. Il avait un état apathique depuis le début de la journée, mais ça faisait 3 semaines qu'il allait pas très bien et j'étais déjà allée voir 2 pédiatres. Donc, on avait fait le frottis nasal, tout avait été contrôlé, rien. Et je ne dormais pas la nuit parce qu'il faisait des bruits bizarres. Je me suis dit, mais il va se suffoquer, c'est pas possible. Et ce fameux soir-là, j'ai dit, je l'amène. Et en fait, je demande qu'on le garde. Je veux passer une nuit à l'hôpital pour qu'on voit. Ça, c'était mon intention d'aller à l'hôpital. L'intention d'aller à l'hôpital n'était pas une urgence. C'était une intention qu'on le garde en observation. Okay, quand j'arrive à l'hôpital, on me dit, oui, mais vous savez, on ne va pas le garder. Donc, je vais aux admissions, on me dit, on ne va pas le garder s'il n'a pas de fièvre. OK. Dans les 30 secondes, il est brûlant. Wow. C'est véridique, hein, parce que c'est un truc de dingue. Je ne suis pas allée pour une urgence. Je suis allée pour juste qu'on constate. Et que ça en est devenu une sur place. Ça a été une urgence sur place. Mais une urgence qui a été malheureusement minimisée par un manque d'expérience justement de l'assistante que, honnêtement, je ne lance pas la pierre. Hein. 6 mois d'expérience sur le terrain, il n'y avait pas d'urgence pédiatrique à l'époque, pour les urgences globales, pour la maternité et la pédiatrie, la pauvre. Enfin, elle a fait médecine, hein, c'est pas une meurtrière, elle n'a pas choisi ça. Et il y avait plein de signes. Il avait d'un coup, on le déshabille, il a la peau marbrée, diarrhée, vomissement, enfin pas mal d'états cliniques qui sont quand même pas très très bons. Moi, à 24 ans, je n'ose pas trop m'imposer. Je me rends compte que ils prennent quand même les choses en main. Ils font une radio du thorax. Ils essayent de le perfuser. Ils n'arrivent pas. Du coup, ils font une prise de sang capillaire, donc c'est le talon du pied, pour au moins voir. Les résultats sanguins n'étaient pas bons, mais ils rentraient dans le protocole. Donc, si elle se fie au protocole, elle est juste. L'état clinique était catastrophique et elle a dissocié les deux. C'est ça qui a fait l'erreur. Si elle n'avait pas dissocié les deux, elle aurait immédiatement appelé son chef. Alors, elle l'a appelé son chef, mais elle l'a rassuré. Et dans la nuit, moi, j'ai appelé encore les infirmières. Écoutez, il va pas bien, je le sens, il pète, mais il n'est pas comme d'habitude. À un moment donné, on m'a dit, vous savez, vous n'êtes pas seul ici. Si vous nous appelez toutes les 5 minutes, on ne va pas s'en sortir. J'avais 24 ans. Comment s'imposer à 24 ans? C'était mon deuxième enfant, mais en fait, mon fils me transmettait tout. Je transmettais, on ne m'écoutait pas. Et je parle toujours de balles de ping-pong.
Et après, je l'ai quand même rappelé. Encore une fois, j'ai osé. Et j'ai dit, écoutez, il va vraiment pas du tout. Il me dit, ouais, on va lui donner du Benuron, donc anti-fièvre. Mais j'ai personne qui est venu l'ausculter dans la nuit. Et le lendemain matin, j'entends, parce que j'ai appelé aussi, parce qu'il y avait le bip de tachycardie, qui sonnait tout le temps. Elle a baissé le son. Et puis, du coup, à partir de là, elle me rassure tellement. Moi, j'ai dormi. Ça faisait des nuits que je dormais pas. J'ai dormi. Et le lendemain matin, je me fais réveiller par un. Et en fait, elle tapait sur la machine tachycardie. Elle dit, elle fonctionne jamais, cette machine. Elle fonctionne jamais. Elle débranchait, elle rebranchait. Non, mon fils était en choc septique. Et il était en train de mourir. Et là, je le dis comme ça. Mais en fait, c'est pas comme ça que je l'ai su. Je me suis mise à quatre pattes sur mon fils. Donc, lui, il était vraiment collé à son lit à moi. Donc, mais il était sur mon lit. Donc, je me suis mise sur lui. Il a ouvert les yeux. Et il m'a dit, voilà ce que j'ai ressenti. Et ça, c'est tout instinctif. C'est vraiment au revoir, maman. À partir de là, ils ont compris qu'en fait, c'était grave. Donc, il y a je sais pas combien de temps après, le temps que j'appelle mon ex-mari, ils étaient en train de l'intuber. Ça s'est mal passé. Il a fait un premier arrêt cardiaque. J'appelle le papa, je lui dis, David, parce que du coup, j'étais toute seule à l'hôpital. Je lui dis, écoute, il faut absolument que tu viennes. Et il me dit, oui, mais là, je vais travailler. J'ai dit, David, je ne sais pas si tu vas le voir encore en vie. Donc, le choc, tout le monde nous rassure. Enfin, lui, il est parti du stade où tout va bien, on le garde juste en observation. Alors, en fait, il est en choc septique. Donc voilà, à partir de là, tout le monde s'est bougé, bien sûr, mais on l'a transféré à l'hôpital au CHUV. Et le papa a dit à ce moment-là, écoutez, on dit toujours quand il y a de l'espoir, il y a de la vie. Et là, il lui a dit, même le minimum espéré, il est bien en dessous. Votre fils est en train de mourir. Et il a eu 2 arrêts cardiaques encore dans le transfert et il faut lui dire au revoir. Donc, ouais, c'est. Je voulais y croire, mais je le savais parce qu'il m'a dit au revoir. En fait, j'ai ressenti toute la nuit. En fait, si tu veux, même encore aujourd'hui, à 41 ans, si je devais revenir sur cette nuit, là où j'ai été le plus préservée, c'est que j'ai fait tout ce que j'ai pu. Je peux m'en vouloir de rien. J'étais au meilleur endroit avant même que ça arrive. J'ai alerté, on m'a pas écouté. En fait, si je devais refaire la scène, avec le bagage que j'avais à 24 ans, je pouvais pas mieux faire. Ça veut dire que la chance que j'ai dans mon malheur, c'est que je peux pas culpabiliser de quelque chose. Et ça, c'est aussi important. On se rend pas compte. J'ai fait tout ce que je pouvais. Par contre, tout ce qui m'a transmis, ça, c'est devenu ma plus grande force. Et juste pour vous dire, quand mon fils est décédé, il est décédé dans mes bras. En fait, je lui ai dit de s'en aller avec les petits anges. Que je le remercie de m'avoir choisi. Et dès que j'ai fini de parler, son cœur s'est arrêté. Et il y avait encore tout ce qui était respiratoire qui fonctionnait. J'ai demandé qu'on arrête tout. L'infirmière m'a dit non, mais non, ça va vous choquer. J'ai dit, mais moi, en fait, il n'y a plus rien qui va me choquer. Laissez-le partir. On ne va pas le retenir. Et à partir de là, j'ai comme une bulle d'anesthésion autour de moi qui se fait. J'ai toujours appelé ça jusqu'à aujourd'hui une bulle d'anesthésion de douleur, une force tellement surhumaine. Et en fait, je l'ai senti beaucoup plus fort mort que vivant. Et depuis ce 27 juillet 2007, je vis avec cette force. Et c'est pour ça, oui, il n'est plus là matériellement, mais en fait, il y a une puissance qu'on croit ou pas. Hein. Je peux entendre qu'on puisse... Moi, je le vis, donc je le vis au quotidien depuis que j'ai 27 ans. Il m'a donné une puissance. Et en fait, je dis toujours, il y a un bout de moi qui est avec lui, et il y a un bout de lui qui est avec moi. Et en fait, c'est pour ça que je dis toujours, ma plus grande force, c'est ma douleur, c'est ma souffrance. Qui a dit que vivre une vie entière, c'était vivre longtemps? 5 semaines de vie, c'est peut-être tout simplement suffisant pour lui, pour avoir marqué le monde de son passage. Et ce petit Diego, il a quand même sauvé la vie de plusieurs personnes. Des personnes qui m'ont rejoint. Du coup, je reviens, je suis désolée. Hein. Dans un parc, qui m'ont dit, Morgane, tu te rends pas compte que ce que tu as vécu, le fait que tu le véhicules, le fait que tu en parles, le fait que tu le mettes en avant, et ben en fait, moi,
j'ai vécu une chose similaire à toi. Je suis arrivée à l'hôpital. Ma fille avait mal au ventre. Et ils m'ont dit que c'était une gastro. Ils m'ont dit de repartir chez moi. Et en fait, dans la voiture, elle a hurlé. J'ai repensé à ce que tu as dit. Quand tu as dit, ils m'ont pas écouté. Ils m'ont pas écouté. Elle me dit, ça me tourne en boucle. J'ai fait demi-tour, je suis retournée, j'ai hurlé dans les urgences. Je me suis imposée. J'ai dit, ma fille, elle va pas bien, elle est en train de faire une péritonie. Elle m'a dit, Morgane, sans toi, ma fille, elle serait morte. Waouh, comme tu dis. Merci Diego encore. Et c'est pas sans moi, c'est pas grâce à moi, mais c'est tout réuni qui fait que, en fait, ça fait bouger. Et une année après, Oui. tu te sépares du papa. Oui. Comment tu as vécu cette nouvelle épreuve? Alors, entre la séparation, entre le décès et la séparation, il s'est quand même passé une grande chose. C'est que j'étais enceinte de ma fille. Je suis tombée enceinte presque tout de suite après le décès. En fait, le retour de couche, on m'avait dit que je ne pouvais pas tomber enceinte. Normalement, au retour de couche, on me dit qu'on ne peut pas tomber enceinte. On s'est sauvé comme on a pu avec le papa. Parce que vraiment, c'est dur même dans le couple. Et plutôt du style à me dire, Morgane, arrête de parler de Diego, laisse-le tranquille. Parle-en plus, maintenant, il faut le laisser en paix. Ça, c'est un peu à l'ancienne, on disait ça, les morts, il faut les laisser tranquilles. Et moi, je lui disais, mais moi, j'ai pas l'impression que je le dérange. J'ai dit, pour moi, je sais pas, c'est plus fort que ça, mais il y a quelque chose à faire. Je peux pas envisager d'avoir donné la vie d'un petit bébé, d'un petit garçon, que 5 semaines après, il soit parti, et de rien en faire, je peux pas l'expliquer. C'est au-delà de ce qu'on peut imaginer, en fait. C'était viscéral. C'était, tu sais, quand tu me dis comment t'as fait pourquoi t'en étais convaincue? Ben voilà. Il y a quelque chose qui m'amenait, c'était beaucoup plus fort que juste moi. Il y avait quelque chose de bien plus puissant que juste moi matériellement. C'était ça, en fait, ma force. Et aujourd'hui, je l'ai toujours. Et donc, vous allez finir par vous séparer. Oui. C'est effectivement divergé par rapport à ce que tu viens d'évoquer. Et je crois que le sport est arrivé en renfort. Et c'est là où ça a refait partie de ta vie au quotidien. Oui, ouais. Alors, complètement. Donc, du coup, j'ai donné la vie à Noémie. Je vais quand même la mettre aussi en avant parce que sinon, la pauvre. Noémie. Noémie 2008. Donc, Diego était né le 22 juin 2007. Elle est née le 5 juin 2008. Autant vous dire que cette année a été très compliquée. Année de grossesse, année de procès, année de tournage médiatique aussi. Toujours dans la bienveillance. Le 5 juin 2008, je me sépare du papa 3 semaines après. Autant dire que c'était une période vraiment très très difficile pour le papa. Qu'il y a eu un déclic. C'était une année où je me suis sentie vraiment seule. Pourtant, il était là. Et puis, un autre homme a donné de la valeur à Morgane. Elle existait en tant que femme. On la regardait différemment. Et voilà, je suis partie. J'ai quitté David parce que j'ai rencontré quelqu'un. Et c'est quelque chose qui fait partie de ma vie, donc on ne doit pas regretter, mais la manière dont je l'ai fait, allez lire mon livre. Je suis plus précise dedans. Mais voilà. Et du coup, effectivement, à partir de là, donc le combat continuait, parce que je n'avais pas encore eu gain de cause, mais je me suis remise dans le sport. Donc il faut savoir que toutes ces années, j'avais complètement arrêté le sport. Que j'ai été maman. J'étais maman. On peut pas toujours tout faire. On peut pas tout faire. Mais voilà. Mais j'étais heureuse parce que j'avais construit ma famille et ça, c'était aussi une mission pour moi. De construire ma famille et avoir un cadre qui apporte de la sécurité. J'avais besoin de sécurité parce que j'en ai pas eu beaucoup pendant mon adolescence. J'en ai même pas eu du tout. Et en fait, chaque chose en son temps, finalement. Au final, on se rend compte que là où j'en suis aujourd'hui, c'est aussi grâce à cette période. Voilà. J'ai pu croire en l'amour. J'ai pu voir que c'était possible. J'ai une très belle vie de famille. J'ai eu très beaux enfants. J'ai eu 3 beaux enfants avec David. Il s'est passé ce qui s'est passé. On a dû faire face. Et ensuite, voilà, je suis passée à une sphère un peu plus folle, indépendante, vivre, envie de liberté. Liberté en tant que femme. Et c'était horrible. C'était la galère. Pendant 2 ans, c'était un enfer. J'étais avec un homme qui n'était pas du tout droit, infidèle, catastrophique. Mais c'était bien fait pour moi. Ah ouais, c'était ce que je me disais. Oui. Oui, oui. Ah oui, oui, oui. Après tout ce que tu venais de dire. Oui, Voilà. parce que
Parce que j'ai quitté une bonne personne pour une mauvaise personne. Après, on ne le sait pas en avance. Mais oui, et je le dis encore aujourd'hui, c'était bien fait pour moi. Honnêtement, mais c'était tellement bien fait pour moi que je persistais avec lui pendant 2 ans. Je suis restée pendant 2 ans parce que c'était le retour des actes pas bons que j'avais faits. Et oui, non, ouais, je suis un peu peut-être... mais en même temps, voilà, c'est la réalité. Donc, ces 2 ans, on va les passer parce que c'est pas les plus belles de ma vie. Je te propose, Ouais. on est à peu près à la moitié, qu'on fasse un petit jeu, c'est le jeu de l'entracte. Ok. Très bien. Et après, on attaque la partie sport, Ouais. bodybuilding, Oui. musculation. On est à peu près à la moitié de l'épisode et c'est l'heure de faire une pause fun avec l'entracte. Pendant 5 minutes, mon invité va jouer au jeu de la dernière fois que. Le principe est simple. 5 questions qui commencent toutes par la dernière fois que. Il a le droit à 3 jokers s'il veut éviter une question. Prêt ? C'est parti. La dernière fois que. J'ai fait un truc un peu fou. J'ai tout quitté. Je travaillais au CHUV, donc j'avais Enfin, j'ai tout quitté. C'était pas un choix, mais le choix, c'était d'être libre. Je pouvais encore avoir des prestations, je pouvais encore, entre guillemets, profiter du système, chose que je voulais pas. Non, j'ai tout stoppé. J'ai dit, je veux créer ma société. Mais parce que donc dans ton parcours, tu travaillais en fait en parallèle au CHUV Oui. en tant que. Alors ça, c'est après, ouais. En 2011, j'ai commencé à travailler au CHUV. En fait, mon curriculum vitae, si jamais il servait à rien, on a pu le mettre de côté. C'était plutôt mon parcours de vie qui D'accord. entrait en jeu. Ok. Et j'étais hyper médiatisée à ce moment-là. J'étais dans le matin, dans le 20 minutes, dans le Blick. Mon histoire était en train d'exploser, mais il y avait toujours cette bienveillance. Et vraiment, je suis arrivée et je me suis présentée. J'ai dit, je vous donne mon CV, mais je pense que vous n'allez pas pouvoir en faire grand-chose. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, j'ai envie de travailler avec des décorchés. En fait, j'ai besoin d'accompagner. Et voilà comment je me suis retrouvée en service de pneumologie du CHUV. Enfin, c'était la PMU à l'époque, en service ambulatoire, parce qu'on m'a fait confiance. Et je suis restée jusqu'en 2000, donc en 2011 jusqu'en 2023 du coup. Ok. Voilà. Mais il y a eu un déclic. Mon accident, quand j'ai eu mon accident, enfin, on va y venir, hein, voilà. Mais le truc le plus fou, c'est ça, c'est tout quitter. J'ai pensé, mais pourquoi moi? Pendant longtemps, je me suis dit pourquoi moi? Aujourd'hui, je me dis plus pourquoi moi, je sais pourquoi moi. Du coup, ça te donne pas vraiment la réponse, mais en fait, c'est toujours nous parce que c'est justement nous. Parce que ça doit pas être quelqu'un d'autre. Si ça vous arrive à vous, c'est parce que vous êtes la personne qui peut faire quelque chose pour faire bouger les choses. Donc, cette question, elle doit plus exister parce que elle va vous blesser cette question, elle va vous faire mal et elle va vous torturer. Donc, en fait, pourquoi moi? Tout simplement parce que je suis capable de vivre ça. Très bien. J'ai eu un fou rire. Putain, l'enterrement de ma grand-mère, c'est horrible. Oh, non. Ouais, mais ça, en fait, tu fais pas exprès, t'es nerveux. Putain, Ok. j'étais avec mon frère dans l'église. Non, mais c'est le pire. Ah Mais bah. je suis sûre que je suis pas la seule. Dites-le nous en commentaire, je suis sûre que je suis pas la seule. J'étais enfant avec mon frère, la maman de mon papa. Et puis c'est tellement solennel. Bah oui. Putain, c'est horrible. Ouais, c'est horrible. Voilà. Mais en fait, on le sait que c'est nerveux et voilà. Ben. Alors, c'est pas un fou rire, c'est le pire fou rire. Très bien. Voilà. Validé. C'est jamais arrivé? Non. Non. J'ai la chance, je suis pas allée à beaucoup d'enterrements. Ouais. Ah, moi, j'en ai eu. J'ai suivi un conseil. Ouf, moi, je suis quelqu'un qui ne suit jamais de conseils. Quel conseil j'aurais pu suivre? Et en fait, c'est marrant parce que tu vois, cette question-là, pour moi, elle est négative. D'accord. J'ai suivi un conseil, pour moi, ça peut pas être positif, c'est fou. Hein. Pourtant, il y a plein de conseils qui sont Mais ouais, positifs. non, mais totalement. Mais en fait, je peux entendre beaucoup de choses, mais je suis personne. D'accord. Ok, donc toi, tu vois cette carte comme suivre Ouais. et pas le côté j'ai reçu un conseil sympa. Ou Emma, si tu l'avais mis différemment, peut-être. Ok. Très Parce bien. que j'ai suivi un conseil, alors que pourtant, il laisse plein de sphères. Hein. C'est hyper intéressant, en fait. Hein. Mais, alors, j'ai remarqué que j'avais une habitude bizarre. De toute façon, je suis bizarre déjà, de base. Non, mais
C'est pas que l'attitude, c'est tout. C'est tout mon être qui est je suis née avec un cœur à droite. Est-ce que ça déjà? Ah ouais? Oui, j'ai une dextrocardie. Ok. J'ai le cœur qui est là à la place d'être là. Ok, il s'est retourné. Wow. Tous les organes sont au bon endroit, mais le cœur est à droite. Déjà, je suis déjà née, déjà bizarre. Donc, J'adore. Allez, des c'est habitudes bizarres, voilà. Allez, on est bon. Voilà. Écoute, je vais t'offrir le carte. Ouais, Tu pourras génial. découvrir les autres. J'avoue, à l'apéro, on aime bien avec les copains. Et... À l'apéro. Ah, génial. Ouais, avec grand plaisir. Oui, c'est très très bien. Bonne idée. C'était l'entracte, sponsorisé par la société suisse infiniprinting.ch, qui a imprimé ce jeu de cartes pour nous. Vous avez aimé? Dites-le en commentaire et surtout, proposez vos idées de questions la dernière fois que pour les prochains invités. J'aimerais qu'on revienne, donc tu as évoqué tes années au CHUV, Oui, tu as évoqué que tu avais eu un accident. oui. Est-ce que tu peux nous raconter ce qui s'est passé? Avant l'accident, j'ai eu un cancer. Ah, l'accident, c'était après le cancer? Non, c'était au milieu, c'était pendant. Ah non, parce que ça suffit pas, tu sais. Il y a des fois dans la vie, tu comprends pas. Ça suffit pas, il faut y aller un peu plus fort. Et ça, je parle justement de l'inconscient. L'inconscient t'envoie des messages, et la seule manière pour l'inconscient de te véhiculer des messages, c'est ton corps. C'est le seul matériel pour lui de te transmettre des messages. Alors, comment tu as découvert ton cancer? Alors, le cancer, je vais chez le dermatologue parce que je suis blonde, nez poil de carotte, donc rendez-vous annuel. Et il me dit tout va bien, voilà, faut arrêter le soleil. Ça fait des années qu'il me dit ça. Je le sais, que le soleil n'est pas bon. C'est mon seul péché, hein. Je bois pas, je fume pas, je ne me suis jamais droguée. Voilà, le soleil. Le soleil. Sun. Effectivement, Sunshine. quand on J'adore a le les soleil. blonds aux yeux bleus. Non, non, c'est pas conseillé, mais le soleil, c'est la vie. Moi, c'est mon chargeur. Ok. Même encore aujourd'hui, hein. Moi, j'ai besoin du soleil, ça me recharge. Vitamine D. Ça me rend heureuse. C'est mon chargeur. Oui. Et ça change pas. Et donc, je vais chez le médecin. Puis, depuis quelques semaines, moi, j'avais ici comme une blessure. Puis, en fait, à chaque fois que je me démaquillais, que je passais un peu fort avec le coton, en fait, ça saignotait. Un tout petit peu. D'accord. Et au moment de partir, je dis, attendez, j'ai failli oublier. Je lui montre. Puis il me dit, ah oui, en fait, voir. Parce qu'il ne regardait jamais le visage, en fait. Bon, j'étais maquillée peut-être pour ça. Mais c'est vrai qu'il ne regardait pas le visage. Et il regarde son truc. Il recule. Puis je dis, mais vas-y, dis quelque chose. Et il me dit, et vraiment tellement pédagogue, les médecins, ça me fait penser quand même à un cancer là. Attends, le cancer, c'est voir. Ah, c'est horrible. Ah, quand ton cancer, tu sais, dans les films où il y a tout le monde qui parle, mais t'entends en bruit de fond. Ah, bah, cette scène, je l'ai vécue. Non, j'aurais pu déjà le vivre avant, mais là, c'était la première fois que je le vivais comme ça. Et le mot cancer, oh, pourquoi on met des mots aussi forts? Pourquoi on met des mots aussi forts sur plein de choses différentes? On pourrait l'appeler différemment, en fait. Il y a des types. Alors après, il me dit, hein, ah, mais c'est le cancer. Enfin, si c'est ça, c'est le cancer le moins grave du cancer, dans la famille des cancers. Ça reste un cancer. C'est le monde qui t'écrase, mais plus à cause de cette puissance de ce mot quand tu as endoctriné toute ta vie. En fait, c'est la puissance du mot plus que finalement la maladie en elle-même. C'est dommage. On ne peut pas réitérer le problème, on change des mots. Enfin, aujourd'hui, on ne meurt pas automatiquement d'un cancer. Alors que quand on entend cancer, on entend mort, on est d'accord, ça véhicule la mort. On est d'accord. Cancer de la peau, un basocellulaire, donc vraiment, hein, s'il y a des médecins, c'est vraiment... D'ailleurs, pour les médecins, quand tu dis basocellulaire, il faut « ouais, ça va ». Je te promets, ouais, ça va. En fait, ils n'ont qu'une idée qui est dans ma tête. Moi, je ne sais pas que ça va. Et du coup, tu peux être la personne la plus forte du monde que tu penses être. Putain. Et tu peux être avec le bodybuilder le plus balèze du monde dans ton lit quand tu te couches le soir. En fait, tu te rends compte que tu es la plus seule au monde. En fait, je me suis vraiment rendu compte là. Alors, à 24 ans, je pense aussi, mais c'était pas aussi ancré. Je me suis rendu compte à ce moment-là qu'en fait, on est vraiment seul dans ce monde. Et face à la maladie, on est tout seul. J'ai même dit un jour à Kenny, j'ai dit, écoute, si je viens à mourir, est-ce que toi, tu serais d'accord de garder l'appartement et de rester avec les enfants? C'est horrible de lui demander ça parce que, en fait, j'ai maintenant 3 enfants, enfin, j'ai 3 enfants en vie et avec 2 papas différents. Du coup, je me dis, mais moi, si je viens à mourir,
ils se verront plus. Non, mais tu penses à tout ça. Alors qu'il est même pas. Ouais, mais il n'est pas question de la mort. Enfin, personne ne me parle de la mort. Hein. Il n'y a que moi toute seule. Hein. Moi, mes peurs. Tout ce que je m'endoctrine toute seule, en fait. Toutes mes peurs. Et j'ai vécu un enfer. Je ne dormais pas les nuits. Ça tournait en boucle. C'était horrible, horrible, horrible. Je devenais tarée. Et j'étais en compétition. Enfin, je me préparais pour une compétition de bodybuilding. Et là, à ce moment-là, si tu veux, avec le cancer, je pouvais continuer. Donc, du coup, au moins, je continuais ça. Mais les nuits, oh là là, la peur d'aller se coucher. Et en fait, tu peux vite tomber dans une dépression. Alors, je n'y ai pas pensé à ce moment-là du tout. Hein. Je ne dormais pas, je me réveillais à 3 heures du matin et c'était horrible. Et donc, quand j'ai été voir le médecin, quand il m'a donné le diagnostic, je lui ai dit, mais vous savez, j'ai l'impression que ici, là, c'est un peu plus volumineux, c'est pas normal dans les cheveux. Donc mon cancer était là, vers la queue du sourcil. Et moi, ici, dans les cheveux, il y avait quelque chose qui était bizarre. Il me dit, non, mais quand on apprend qu'on a un cancer, après on a un cancer partout. Je fais OK. Néanmoins, il y avait quelque chose qui me dérangeait. Il est important, hein, désolée, je dois peut-être prendre le temps, mais il est important. On arrive donc à la première intervention le 10 janvier. Et depuis le début, on me dit, vous allez rentrer avec un cancer, vous ressortez sans le cancer. C'est une tumeur, on l'enlève, il n'y a plus de cancer. Et ça, on me l'a dit toutes ces semaines. Okay, même aux chiffres, quand j'en parlais à mes médecins, aux médecins pneumologues, ils me disaient, Morgane, vraiment, c'est un cancer, c'est vraiment, tu as une tumeur, c'est le cancer, tu l'enlèves, il n'y a plus le cancer. Je dis, OK, c'est quand même rassurant. Bien sûr. Mais néanmoins, je ne peux pas t'expliquer. Ce qui s'est passé dans ces nuits-là, il faut que je le dise, c'est important pour la suite, c'est qu'il y a eu une fameuse nuit où je me suis fait complètement submerger par une sphère de brouillard sombre qui prenait tout le côté de ma tête. Et c'était de la fumée noire. Et j'étais en train de me faire complètement submerger. Et c'est là où j'ai décidé après d'aller voir mon hypnothérapeute. Et j'ai dit, en fait, j'ai mis tous mes petits soldats de globules blancs à aller combattre. J'arrivais pas. Je me suis fait complètement submerger tout le côté de la tête. Et j'arrivais rien à faire. Et c'est suite à ça qu'après j'avais dit, j'ai l'impression que j'ai quelque chose là. Tu vas comprendre où je veux en venir. Hein. Comme quoi, quand je dis qu'on est puissant, c'est qu'on ne se rend pas compte à quel point on est puissant. Donc, je vais pour me faire opérer. Intervention, donc c'est une intervention qui se fait en ambulatoire. Donc, tu es réveillé. Il anesthésie juste l'endroit et il opère. Donc, du coup, il parle et puis donc tu es complètement conscient. Par contre, c'est quelque chose qui reste ouvert. Ça veut dire qu'en fait, il enlève un losange et ensuite, à chaque fois, ça part en congélation pendant 3 heures et ensuite, il autopsie tout le tour. Donc, ensuite, en salle d'attente avec la plaie ouverte, mais pansement. Oui. Mais ça reste ouvert tant qu'il voit qu'il y a toujours un bout de cancer sur le losange. Il recommence l'exécution. Donc, nous, on a dû l'exécuter 2 fois. Et la deuxième fois, il m'a dit, je referme parce que j'ai pris plus large, je suis sûre de moi. Donc, du coup, mais il m'a dit, restez quand même en salle d'attente. Donc, au moment de partir, il me rappelle, seul. Et là, je dis, putain, ça sent la merde. Ça se voit, enfin, c'est instinctif. Et puis, je ressens très, très bien les gens de toute façon. Il m'assoit, il arrive, il me dit, en fait, je dois réouvrir. Il y a encore du cancer. J'avais dit du point de suture, il m'avait fait une très très belle. C'était magnifique. Il m'avait fait un truc super. Parce que là, aujourd'hui, on ne voit plus rien du tout. Tu vois ou pas? Tu vois une petite ligne blanche? T'as vu, c'est bien fait. Hein, on voit rien. Hein, non, on voit pas. Non, il est très très bon. J'ai un qui est très très bon. Et du coup, on a dû réouvrir. Alors, il m'installe. Et moi, je ne lui ai pas parlé d'ici. Parce que je me suis dit, c'était moi qui était parano, tu vois. Enfin, à force, en fait, on te fait croire que tu es parano. Juste pour dire à quel point, s'il vous plaît, restez concentrés sur ce que vous ressentez. C'est juste. Vraiment. Et ça a été encore la preuve, du coup, pour moi. Et en fait, il demande à l'infirmière de raser. Raser encore. Raser encore. On arrive là. Donc là, je suis rasée de là à là. D'accord, donc pour ceux qui nous écoutent, c'est vraiment toute la partie au-dessus de l'oreille. La tempe, le crâne, quoi. Là, on est dans la chevelure. Ah, oui. Donc au début, on était à la queue du sourcil. Ouais. Et là, on passe plutôt à... Et là, moi, je suis dessous, hein, toujours, je suis toujours là. Et il me dit, ah ouais, bon, on va pas faire l'intervention du coup. Je dis, pourquoi? Il m'a dit, j'ai jamais vu ça. Il m'a dit, en fait, ça a complètement proliféré. Votre cancer a proliféré sur tout le côté de votre tête. Moi, je suis dessous, hein. Je suis toujours... je fais, OK. Étonnant. Vraiment étonnant. Donc, c'est ce que tu avais senti la nuit, en fait? Pour moi, alors, je ne sais pas si c'est une prolifération qui se serait faite quand même, mais pour moi, j'ai proliféré ce cancer.
par mes peurs. Pour moi, oui, ça a fait des ramifications. Et je pense avoir pu le créer. Encore une fois, je ne peux pas le matérialiser, mais en tout cas, c'est ce qui s'est passé. Je vous ai dit ce qui s'est passé dans ma nuit. Le fait est que le résultat, il est là. Du coup, je comprends aussi que la puissance du négatif, c'est la puissance du positif. Ça veut dire qu'à partir de là, du coup, je repars avec mon cancer. Hein. Du coup, tout ce qu'on m'a dit, moi, je veux bien avoir confiance, hein, mais bredouille, quoi. Je suis repartie avec mon cancer quand même. Hein. Ouais. Et là, on me dit qu'on va vous faire des séances de PDT. Donc, vous inquiétez pas. Alors, c'est très, très douloureux. Hein. Je le dis tout de suite. Il n'y a pas d'anesthésion du tout. Il n'y aura pas d'antidouleur. Un dafalgan. Et en fait, on te brûle comme si on te brûlait au fer à repasser, au chalumeau. Donc, horrible. C'était un enfer, vraiment. Bon, suite à ça, je peux toujours m'entraîner. Donc, du coup, pas le lendemain, mais le surlendemain, je vais m'entraîner. C'était le jour de la Saint-Valentin, donc je me souviendrai toute ma vie. C'était le 14 février. Je vais m'entraîner normalement. Je dissocie ce qu'on a fait à mon corps, ce qu'on lui a infligé et ce que moi j'inflige dans le sport. Et là, un squat à, je ne sais plus, c'était 70 kilos, je ne me rappelle plus exactement. Donc je faisais un squat que je gagnais bien, normalement c'était une exécution que je faisais, donc c'était bien. Mon dos il lâche, je m'effondre au sol. Cata. Le problème, c'est que même aller chercher mon téléphone, c'est compliqué. Donc, j'arrive quand même à choper mon téléphone, j'appelle Kenny, donc je reste au bout, sans bruit, moi, hein, toujours très, très discrète. Je dis personne, hein, j'étais dans un coin. J'appelle Kenny, je lui dis, écoute, tu viens de me chercher, je peux plus bouger. Il m'a dit, non, mais là, je peux pas, je dois aller bosser. J'ai dit, je peux plus bosser, je peux plus bouger. Il me fait, mais il y a personne. J'ai dit, je sais pas, je vais pas gueuler. Quand il arrive, lui, c'est l'inverse de moi, il dit, mais vous voyez pas qu'il y a Morgane qui est à terre, personne n'avait vu. Non, personne n'avait vu. Et je commençais à dire à Kenny, tu peux pas me porter. Parce qu'en fait, au début, je voulais qu'il me porte. Je peux même pas me mettre. En fait, je pouvais pas m'asseoir, que la colonne vertébrale, le poids de mon haut du corps sur ma colonne vertébrale, c'était impossible. On a appelé les urgences. Ils sont venus me chercher, fentanyl, tout. Ils m'ont complètement shooté. Et je supporte pas d'ailleurs Ils m'ont donné quoi? Ils m'ont donné du fentanyl et de la morphine. Attends, mais c'est pas tout. Bon, bref, hernie discale, machin, les disques écrasés, c'est possible que vous pourrez peut-être plus pratiquer le sport, marcher, ce sera à voir. Bref, la merde. On me laisse rentrer à la maison, il faudra que je fasse un IRM, machin et tout, quelques jours après, un enfer. Donc, j'ai ça, j'ai le dos, je commence à me gratter. J'essaie de me documenter, je lis prurite. Tu sais ce que j'ai fait? Une hépatite médicamenteuse. Tout ce qu'ils m'ont donné, vu que moi j'étais en prépa, en fait mon corps est tellement sain et réceptif, il a tout pris. Et les doses qu'ils m'ont données, pourtant même les médecins, même au CHU, je me suis renseignée, ils m'ont dit, mais Morgane, c'est rien. J'ai envoyé mes analyses, tout. J'ai pu envoyer heureusement mes analyses avant, en novembre, parce que quand on fait les prépas, on fait toujours des prises de sang. J'ai pu montrer que j'avais vraiment aucun problème, et on a pu voir la différence. Horrible. Même un bodybuilder avec des années aurait jamais eu des taux aussi hauts. Tellement que ça m'a foutu en l'air. Hépatite médicamenteuse. Bref. Ensuite, si on avance, donc ça fait la loi des 3 séries, tu vois. Et voilà, enfin bref, après, t'en es là, tu te poses plein de questions, tu te dis, putain, mais en fait, c'est quoi ma vie? C'est quoi ma suite au final? Et c'est là où j'étais assise dans ce canapé et je me suis dit, ok, bon, ma carte professionnelle, je ne pourrais pas aller la chercher. Qu'est-ce que je peux faire? Comment je peux marquer le monde? Qu'est-ce que je peux faire pour laisser des traces, mais qui servent pour d'autres? C'est tout. J'ai toujours eu cette quête. Je vais écrire mon livre. Je vais me former en hypnothérapie parce que ça m'a beaucoup aidé, parce que ma deuxième séance de PDT, si jamais je l'ai fait tout en hypnose, c'était parfait. En fait, mon hypnose, c'était d'expliquer à l'infirmière comment il fallait qu'elle procède. Je te jure, hein. J'ai dit déjà, ne parlez jamais de négatif, ne parlez pas de douleur, jamais, jamais. Dites pas, désolé, j'aime pas, je vais vous faire souffrir. Dites, je suis en train de vous soigner. Donnez que des connotations positives au patient. Le patient, il n'a rien demandé. Amenez-lui du bonheur, amenez-lui de la santé, amenez-lui plein de vibes positives. Et il va bien vivre. Et voilà ce que j'ai fait pendant ces 8 minutes, et impeccable. Et ça, c'était majestueux.
pour moi, je suis sortie de cette séance glorieuse. Et donc, tu as enchaîné tous ces épisodes Oui. et le déclic de te dire, OK, là, j'arrête où je suis. Le déclic, c'était pas encore là. Enfin, en fait, je savais que j'y retournerais pas. Instinctivement. Tu vois, quand on dit l'inconscient savait que j'allais pas y retourner. Mais comment ne pas y retourner? Parce que moi, j'ai rien. Je peux plus marcher, rester assise, c'était pas possible. Mais même là, tu vois, regarde, on parle depuis quelques temps, j'ai de la lombalgie. La position assise, c'est le pire. Si on peut se lever. Oui, ça va. Non, c'est chaud. Mais c'est juste pour dire que, en fait, je dois vivre avec ça. Je sais que les positions assises, c'est ce qu'il y a de pire. Et moi, au CHU, je travaillais assise, donc je ne me voyais pas du tout repartir assise. Et du coup, c'est là où j'ai dit, bon, ok, je vais écrire mon livre, je vais faire ma formation pour être hypnothérapeute, et en parallèle, je vais créer ma société. Et comme pour un bébé, 9 mois. Il a fallu 9 mois pour que tout se réalise. Mon livre est sorti. En plus, on me disait toujours, ouais, mais c'est impossible, Morgane, tu pourras jamais trouver de maison d'édition, ils sont relous, là. Alors oui, j'ai eu une maison d'édition en Suisse en plus, qui a été, d'ailleurs, j'ai fait un petit clin d'œil à elle sur mes réseaux. Ouais. Et sinon, j'ai envoyé à 10 maisons d'édition et tous ont voulu me signer. Donc voilà, je suis partie avec les éditions Baudelaire. Et le livre est sorti en juin 2023. Donc, mais j'ai terminé de l'écrire en décembre 2022. Donc voilà, donc tout s'est enchaîné et en fait, j'ai visualisé tout ce que je souhaitais dans ma vie. Je l'ai ressenti profondément et j'y ai mis des actes. Ça s'appelle la loi de l'attraction. Voilà. Donc vraiment, ayez foi si vous avez des volontés dans vos vies. Sachez que si c'est au-delà, que c'est plus fort et que vous êtes convaincu, il n'y a rien qui pourra vous arrêter. Moi, j'aimerais qu'on aborde le bodybuilding. Oui. CrossFit et bodybuilding. Ouais. Et donc, tu as fait plus de 50 compétitions de CrossFit et de bodybuilding. Ouais. Qu'est-ce que tu en retiens et comment tu es tombée là-dedans? Alors, le CrossFit, ça a été mon deuxième amour sportif après le patinage artistique. J'ai redécouvert la passion du sport parce qu'entre-temps, je faisais du fitness. C'est pas du tout une passion, je faisais du fitness. Je faisais du fitness pour un entretien physique, mais c'était pas du tout une passion. Où j'aurais envie de dire, moi, ma passion, c'est de toujours me surpasser. Dans ce cas-là, à ce moment-là, c'était ça ma passion. C'est toujours faire mieux, être la meilleure version de moi-même. De base qu'on sort à tout le monde. Les yeux, je pense, ils ont révulsé à 100 000. Et le CrossFit, waouh! Je fais un essai de CrossFit, je sors de là, je passe la nuit, j'ai l'impression que je me suis fait écraser par un camion. J'ai même des montées de fièvre tellement que les courbatures, elles sont violentes. J'adore. J'ai adoré. C'est un truc... En plus, ça touche un peu à toutes les disciplines réunies. Je suis tombée amoureuse du CrossFit. J'avoue, je suis la team CrossFit. Ah non, ça t'amène, en fait, t'arrives, t'as un problème, tu repars, t'as plus de problème. C'est un truc de dingue. C'est la sphère, thérapeutique la plus incroyable. Tu rentres... En fait, tu peux rentrer et puis rentrer avec un problème et puis tu peux sortir et avoir la solution. Enfin, moi, c'est les nuits qui m'amènent des solutions en général. Mais le CrossFit... ça fait tellement du bien. Tu étais fâché quand tu arrives au CrossFit, tu ressors, tu dis mais tranquille, peace and love. De toute façon, je suis au bout de ma vie. C'est vrai ou pas? Ah mais j'avoue, je fais un petit clin d'œil à un ami qu'on a en commun, Massimiliano. Moi, c'est grâce à lui que j'ai découvert le circuit training / CrossFit. Et effectivement, quand on rentrait dans sa séance, on en avait plein la tête, le boulot et autres. On ressort, on est libéré. Il y a un point qui est parti. Tu sais pourquoi? Tu sais ce qu'on sécrète quand on fait du sport? L'endorphine? Ouais. C'est l'hormone du plaisir. C'est l'hormone du plaisir. C'est un orgasme à chaque fois. Non, mais désolée, mais c'est vrai. Et alors, toi, non seulement tu as aimé, tu l'as pratiqué, mais à un haut niveau? Alors, haut niveau, mais pas au niveau des games non plus. Ça veut dire qu'au niveau en tant que compétitrice, ça veut dire faut quantifier tout le temps. Ça veut dire un haut niveau pour les gens lambda, mais pas un haut niveau pour les personnes justement qui ont fait les games. Je préfère remettre les choses en ordre parce que quand on dit à haut niveau, c'est arrivé qu'on m'écrit en me disant ouais mais t'as fait quoi? Et puis en fait c'est pas du tout le but. Le but c'est pas de véhiculer pour moi c'est clairement un bon niveau. En tout cas à un bon niveau. Alors je vais dire plutôt à un bon niveau plutôt qu'à un haut niveau. Comme ça remet les choses justes.
Je suis pas là pour. Ouais, bien sûr, mais c'est vrai que j'ai vu des photos et quelques vidéos où c'est Faire descendu bas. Alors, moi, j'avoue, je suis au ras des pâquerettes. C'est impressionnant là où tu es arrivé à cette shape qui, on sait bien que ça n'arrive pas du jour au lendemain, ce sont énormément de sacrifices à tout niveau. Et c'est vrai que je me demandais comment tu en es arrivé à te dire, ok, je veux ça comme shape, c'est mon objectif. Alors, la shape, ça vient avec le bodybuilding, pas avec le crossfit. Il faut savoir qu'au crossfit, il y a beaucoup de gens qui vont faire du crossfit pour. Alors, il faut aller faire du crossfit parce que vous aimez la discipline et parce que ça vous fait du bien à la tête. Il ne faut pas aller faire du crossfit pour obtenir un physique. Alors, bien évidemment que ça va contribuer, au lieu de rien faire sur son canapé, aller faire du crossfit. Voilà, bien évidemment. Il faut toujours remettre les choses dans le contexte. Maintenant, tu ne vas pas obtenir un physique comme celui que j'ai aujourd'hui en faisant du crossfit. Par exemple, moi, quand j'étais crossfiteuse, j'avais un gros haut du corps, j'avais des cuisses, mais j'avais pas du tout de fessiers. J'avais plutôt une taille assez large parce qu'on travaille beaucoup les obliques avec tout ce qu'on fait. Donc, j'avais un corps sportif qui me convenait bien, hein, mais j'avais pas le physique que j'ai aujourd'hui. Parce que le physique que j'ai aujourd'hui, ça, c'est grâce au bodybuilding. Et là, en fait, tu sculptes. Là, tu es dans une sculpture. Tu peaufines. Tu vois, tu deviens... C'est vraiment ça. Hein. Alors, voilà, alors, le crossfit, tu vas avoir un corps de crossfiteuse. Et c'est OK, hein, il n'y a aucun souci à ça. Hein. C'est un très joli corps, hein, le physique de crossfiteuse. Moi, il ne me pose aucun souci. Mais je ne suis pas passée de l'un à l'autre pour cette raison-là. Je suis passée de l'un à l'autre parce que j'ai mon dos qui a lâché la première fois. C'était l'accident, c'est une deuxième. Hein. Soit un snatch à 60 kg, j'ai mon dos qui a lâché. Je ne savais pas qu'il avait lâché. Je commence à avoir des courbatures lombaires. Au bout de 10 jours, je commence à me dire, putain, c'est bizarre quand même. Ça commence à être bizarre. Et du coup, on prévoit un IRM, hernie discale. Hernie discale, alors qui vient bien sûr de la discipline, mais j'ai eu 4 enfants. En fait, on met souvent ça de côté. Puis notre bassin, il bouge beaucoup. Et en plus du crossfit qui arrive par-dessus avec des charges quand même assez considérables, surtout que le snatch, squat, tu arrives en bas du mouvement avec la barre. Donc, la colonne vertébrale, il faut savoir que ça fait. Donc, voilà. Il y a un impact. Je ne l'ai pas volé. Hein. C'est comme le cancer, je ne l'ai pas volé non plus. Le soleil bref, voilà. Tout ce que j'ai eu, je sais d'où ça vient. Et là, j'ai essayé de faire du gainage. Là, je ne pouvais plus faire de crossfit. C'est là où j'ai rencontré Kenny. D'ailleurs, c'est à cette période-là. Et j'étais un peu au bout de ma vie parce que donc je commençais à refaire du fitness. Mais je me séchiais. Ah, je suis désolée pour le terme. Hein. Ah non. Mais en fait, tu ne sécrètes pas là, la même chose parce qu'il faut y aller. Quand tu as une habitude d'aller chercher cette adrénaline-là de cette manière-là, mais pour la chercher dans une autre discipline qui n'est pas du tout la même, parce que c'est pas du tout endurant, enfin, ça n'a rien à voir, c'est pas du tout le même sport. Mais moi, il m'a fallu des mois. Des mois où, au final, j'ai réessayé le crossfit. Je voyais que c'était très, très fragile. Et je me suis dit, en fait, je pourrais jamais plus jamais faire de compétition. Puis, en fait, si je continuais, j'allais vraiment me foutre en l'air. Donc, on n'a qu'un corps, donc il faut aussi réfléchir intelligemment. Ça restera toujours un grand amour, le crossfit. Ça restera toujours. Mais ça pourra plus être. D'accord. Parce que c'est plus possible. Alors aujourd'hui, encore moins. Et du coup, je me suis dirigée. J'ai suivi Kenny pendant une année, pendant cette compétition. Ce qu'il faut savoir, c'est que moi, le bodybuilding, j'avais une vision du body pas très, très jolie. Hein. Moi, je disais toujours, c'est du m'as-tu vu. Vous êtes tanné avec un string et des talons aiguilles super magnifiques. Je trouvais vraiment pas ça beau. Je trouvais ça moche, je trouvais que c'était du m'as-tu vu. Ah oui. Je connaissais pas la discipline. Parce que quand j'ai vu les photos de toi, ce que tu es en train de décrire. Ah oui, c'est moi. Ah oui, mais c'est pour ça que c'est important que je le dise. Ouais. Parce que justement, je peux comprendre les gens qui le disent, parce que j'ai été cette personne. Et je trouve que c'est d'autant plus intéressant que moi je le dise. Bien sûr. Parce que après, j'ai basculé. Ah oui, ça me dit. Ouais, c'est ça qui est bien. Ouais, c'est génial. En fait, j'ai suivi une année Kenny où je l'ai suivi. Donc moi, je m'entraînais aussi. Hein. Donc du coup, dans le body, il m'a fallu 6 mois pour vraiment commencer à apprécier. Déjà, il faut savoir, quand on fait du crossfit, on n'est pas du tout en train d'isoler un muscle. C'est plutôt l'inverse du critère d'isolation. C'est plutôt, tu prends tous tes muscles possibles et imaginables. Avec l'élan,
pour t'amener un max de reps. C'est pas du tout le même concept, c'est pas le même sport. Je pense qu'il faut arrêter que les crossfitters critiquent les body et que les body critiquent les crossfitters. C'est deux sports différents, point barre. Les deux sont sont deux sports magnifiques qui se respectent, parce que la guéguerre d'entre deux, je trouve vraiment ridicule. C'est deux sports différents, c'est tout. L'objectif n'est pas le même. Et le body, j'ai commencé à apprécier à force de comprendre l'isolation musculaire. Parce qu'au début, moi, je ne connaissais pas l'isolation musculaire. J'ai tout appris avec Kenny. C'était un tortionnaire avec moi, il était hyper dur. Non, mais il était vraiment dur avec moi parce que justement, j'étais une sportive pour lui à haut niveau. Et il s'est dit, mais c'est pas possible qu'elle sache pas, tu vois. Mais en fait, je comprends pas que moi, je faisais pas ce sport-là. Il me dit, oui, mais t'as fait des années de fitness. Ouais, comme tout le monde fait du fitness. Et en fait, les 3 quarts de la population font du fitness mais ne savent pas s'entraîner. En fait, il y a une réalité derrière ça et c'est pas méchant, c'est la réalité. Moi, je savais pas m'entraîner avant. J'ai commencé le fitness, j'avais 14 ans, j'étais en apprentissage. Je savais pas m'entraîner. Je conscientisais pas ce que je faisais. Moi, mon but, c'était d'avoir un physique, mais sans conscientiser les mouvements. Je conscientisais juste l'objectif, moi. Et du coup, une année de suivi en admiration devant cette discipline. Une discipline au-delà. Tu vois, le crossfit, c'est dur, mais c'est le crossfit. Ça veut dire qu'en gros, ta nourriture, tu fais attention. Ça va, tu vois. Mais c'est le moment où tu fais le crossfit, avant et après, tout ne tourne pas. Enfin, oui, tout peut tourner autour du crossfit parce que tu en fais ton métier. Mais sinon, non. Le bodybuilding, c'est toute ta vie. C'est tout. C'est ce que tu manges, ce que tu bois. Les horaires. Les horaires quand tu dors, ouais, les horaires. Ton eau, l'hydratation, hyper importante. Ton eau, tout. Et puis ta récupération. Tout tourne autour de la discipline pour arriver à ton objectif. Et ça, c'est un plan de challenge. Et j'ai dit à Kenny, tu sais quoi? Moi aussi, je vais faire une prépa. C'est jamais lui qui est venu et m'a dit, ouais, prépare-toi. En fait, j'avais plus rien qui me stimulait dans la vie, je vais être honnête, et moi, j'ai besoin d'être stimulée. Il faut que je sois sportive. Et j'ai dit à Kenny, tu sais quoi, en fait? Si je vais partir. Alors, je suis partie dans la catégorie bikini, au début, donc la plus soft du body. Mais j'avais déjà quand même une certaine musculature. Et je suis descendue à 47 kilos. Oui. Donc, je fais 1m57, mais je suis petite. Donc, voilà. Et sur scène, pour te dire, ma toute première scène, donc moi, je fais pas les choses à moitié, j'ai fait un Olympia. Très audacieuse, hein. Cette phrase, elle est magnifique. Ah ouais. Ma première scène, c'était de faire un Olympia. Ah ouais, c'était un Olympia. C'était où? C'était au Portugal. Okay. Ah ouais, c'était un Olympia. Et c'est typiquement moi, hein. Tu sais, je fais pas les choses en petit, je fais toujours les choses en grand. Parce que j'avais besoin de me rivaliser contre les meilleurs pour voir où j'en étais. J'avais pas la prétention de quoi que ce soit, juste me dire, tiens, je vais voir où j'en suis. Moi, je suis arrivée là-bas. Je les voyais tout. Moi, je gagnais à 4 pro, c'est sûr. Quand je voyais mon physique et que je voyais leur... Non, mais tu vas rire. Tu t'es dit, c'est bon, c'est dans la poche. Je me suis pas dit, c'est dans la poche. Je me suis dit, franchement, j'ai toutes mes chances. Ouais. Ah, mais j'y croyais à fond. Hein. Okay. Moi, j'ai dit, mais là, c'est bon, je ressors avec la carte. J'arrive sur scène, c'est assez drôle. Je fais mon posing et tout. Alors moi, le posing, c'était le plus difficile, si jamais. Parce qu'après des années de crossfit, j'étais devenue plutôt masculine. Donc le côté patinage artistique, où tous les gestes sont très élégants. Oh, j'ai dû reconstruire ça. Ça a été le plus dur de toute ma prépa, ça a été le posing. Vraiment. J'étais devenue robot, en fait. Alors qu'en fait, comme le stéréotype qu'on a vraiment en tête quand on pense au bodybuilding. Oui, mais sauf que c'était à cause du crossfit. D'accord. Wow. Tu vois? Okay, parce que justement, c'est tout en élégance, le bodybuilding, contrairement à ce qu'on pourrait penser. En fait, il y a plein de paradoxes. J'adore le body parce que il est comme moi, il est paradoxal. Et c'est ce qui fait toute la beauté, je trouve, justement. L'envers du décor est incroyable. Alors, il y en a plein qui pourraient dire plein de négations. Hein. Mais moi, je te parle du beau parce que je suis arrivée dans une sphère où Kenny était déjà en place. Et je crois qu'il m'a protégée de toutes les sphères négatives. Du coup, moi, je ne l'ai pas vu. Parce que bien sûr qu'il y a plein de négatifs, mais c'est vrai que moi, je ne l'ai pas vu. Il m'a fait rencontrer les bonnes personnes. Du coup, moi, j'ai rencontré que des belles personnes. Mais ce que je dis ne véhicule pas la réalité. C'est ce que moi, j'ai vu. C'est ce que tu as vécu. Oui, du coup, tout était beau. Et donc, j'arrive sur scène. Voilà. Je vois que donc, tout le monde passe et tout. Donc, je les vois donc, tout magnifique et tout. Puis, en fait, ils ne me rappellent pas. Ils ne me rappellent pas. Enfin, du coup, je vois que je suis la dernière arrivée. Bon, je comprends pas. Et en fait, je sors et en fait, je pleure. Il y a Kenny qui m'accueillait, puis je pleure parce que je comprends pas. Puis il m'a dit, non mais Morgane, t'es un extraterrestre par rapport aux autres.
Il n'y en a pas une qui a un muscle. C'était tellement musculaire que j'ai vu direct quand les autres sont arrivés que c'était pas possible. En fait, alors moi, pour moi, j'avais le physique de la bikini qu'on voyait aux États-Unis. Donc ça veut dire fine mais musculaire. Mais en fait, les critères bikini, c'est pas vraiment musculaire. Tu dois deviner le muscle. Moi, on le devinait pas. Il était là. Hein. Ah, moi, j'étais écorchée comme pas possible. Non, j'étais pas du tout. J'étais hors caté. Mais j'étais hors caté, mais j'étais pas. Il y avait pas de caté qui existait pour le physique que j'avais là. Donc, mon coach, il me disait plutôt figure. Moi, figure, ça me bottait pas trop, la catégorie figure. En fait, tu as bikini, tu as wellness. Wellness, c'est plutôt un haut du corps plus fin et un gros volume au niveau du bas du corps. Ça, c'est wellness, c'est la catégorie du coup que j'ai choisie. Et figure, c'est encore plus musclé que j'étais, mais très fine. Mais là, pour moi, on se rapprochait trop dans le body. Et moi, je voulais pas ça non plus. C'était pas un souhait. Et oh mais non, j'ai pleuré, laisse tomber. Je pleurais, j'avais pas compris. Moi, j'allais chercher ma carte. Oh, ils se font quoi? Elle est où? Et quand Kenny m'a dit, non, mais laisse tomber, Morgane, il m'a dit, t'es un extraterrestre. Il m'a dit, t'es incroyable, t'es un extraterrestre. Et puis, dans la soirée, on est sorti au restaurant, puis en fait, on est tombé sur le jury que Kenny connaissait, parce que lui, il a fait tellement de compétitions, puis il lui a demandé, il lui a dit, tu peux me faire un retour, qu'est-ce qui s'est passé? Puis il a dit, mais elle est hors caté. Il a dit, c'était impossible, elle est arrivée musculaire comme jamais, tu vois qu'elle a faim, qu'elle aime manger, tu vois qu'elle aime pousser de la fonte, elle n'a rien à foutre en bikini. Mais moi, je ne savais pas. Et du coup, il a dit, il faut qu'elle dirige en wellness. Et du coup, après, je me suis dirigée en wellness. Et c'était là où j'étais, quand j'ai eu mon cancer, j'avais déjà fait 2 compétitions. Donc, j'ai vu qu'il y avait du potentiel. De nouveau, c'était des Olympiades. J'ai toujours fait des Olympiades. Donc, en Italie, à Rome, et j'avais fait Lille en France aussi. Et puis, franchement, on m'a rappelé dans le... Donc, à Rome, j'ai été 4e. On m'a rappelé. Et sur, je sais plus combien on était de filles, 18 je crois. Donc c'était plutôt pas mal. Oui. Alors j'ai pas du tout gagné la carte pro à ce moment-là, il y avait des niveaux de tarés, mais par contre je savais que j'avais le potentiel. Donc à partir de là, je savais que je pouvais aller chercher ma carte pro. Donc là, il fallait continuer à rebouffer et tout, manger beaucoup, encore faire de la masse musculaire. Et j'étais là quand j'ai appris que j'avais un cancer. J'ai appris le cancer 1 mois après. Donc j'étais en pleine prise de masse. Mais mon rêve s'écroulait pas parce qu'on me disait que malgré le cancer, je pouvais quand même continuer. Mais après, il y a eu l'accident, comme ça on comprend vraiment comment ça s'est passé. Mais le bodybuilding, c'est une discipline qui me fascine. Et pour toi, quelle est la plus grande difficulté? Ça a été l'alimentation? Ça a été d'aller à la salle de manière régulière? Ça a été d'augmenter les charges? C'est de suivre un programme? Aucune. Ok. Rien n'était difficile. Rien n'était difficile, tout était... C'était peut-être de concilier la vie de travail, maman et athlète. Mais rien n'était difficile parce que je le souhaitais. En fait, dans la vie, quand tu as vécu des drames, des tragédies, des choses que tu n'as pas souhaitées, tu dois vivre avec ça. Mais tu n'as pas souhaité. Donc, quand tu souhaites quelque chose, ça ne peut pas être difficile parce que tu as choisi. Parce que tu aimais ce que tu faisais. Tout est dans la tête. En fait, tout part de là. Les gens qui se plaignent tout le temps constamment, c'est des gens qui se remettent jamais en question. C'est des gens qui subissent. Arrêtez de subir votre vie. Apprenez à la vivre, à aller de l'avant, à aller chercher. Si je choisis de faire une compétition dans un domaine qui est le bodybuilding où tout est compliqué, c'est que j'en suis capable. Mais c'est que je ne vais pas commencer à me plaindre. Parce que me plaindre, déjà, je me prends de l'énergie et j'en prends aux autres. Donc non, et même Kenny, il pourra le dire, c'est vrai que lui, il est assez halluciné. Si je devais te dire la chose la plus difficile de toutes les phases, c'est la prise de masse. J'ai dû prendre 15 kilos et manger était un enfer. Et combien de temps? Moins d'1 année. Donc, ouais, et puis... C'est un enfer parce que tu n'avais plus envie de manger? C'était trop, en fait. En fait, c'est horrible. En fait, tu te gaves. Vraiment, tu te gaves et c'est une prise de masse propre. Et en plus de ça, pendant 6 mois, j'avais pas de repas libre. Donc, en fait, moi, j'ai jamais eu les choses faciles. Mais en fait, ça fait partie de ma vie. Moi, c'est OK avec ça. Et quand tu dis propre? Propre, ça veut dire que quand on parle de prise de masse, il y a beaucoup de personnes qui pensent que tu manges n'importe quoi. Pas du tout. C'était riz, brocoli, viande blanche ou poisson, ok, ou pommes de terre. C'était ça ma diète. Ok, ça tournait autour de ça. Après, il y a la grappe de riz, il y a les protéines ou le pancake le matin et le pancake le matin. Mais c'est pas en dehors de ça. Et de plus, vu qu'on devait être propre et qualitatif, pendant 6 mois, je n'ai pas eu de repas libre. Mais les fameux cheat meals. Voilà, moi je parle repas libre parce que cheat meal, j'aime pas du tout cette appellation. Tu vois, je veux pas que ça soit véhiculé comme de la mauvaise nourriture. Tu peux faire un repas libre et que ce soit de bons aliments.
Écoute, on arrive au bout de l'interview. Il reste les 3 instants signature. Et on va démarrer par la fameuse baguette magique. Donc, je te la Ok. donne. À partir de maintenant, tout est possible. Tu as un vœu. Tu peux changer quelque chose dans le passé. Tu peux agir sur le présent ou un vœu pour le futur. Eh ben, je changerai rien. C'est fou, hein? Je changerai rien. Que le monde s'ouvre à l'univers. Peut-être qu'il écoute un peu plus ce qu'il doit faire sur cette terre. Parce qu'on est seul et on meurt seul. Donc ne vous oubliez pas, arrêtez de penser aux autres. Attaquer le deuxième instant signature, c'est les questions tac au tac. Ouais. J'ai cette petite sonnette. Ok. Et donc, je vais te poser des questions. Ça appelle à des réponses rapides. Ok, C'est parti. je dois... C'est moi qui vais taper. Ah, c'est toi qui... Ok. Est-ce qu'il y a une citation que tu te répètes tous les jours? Tu es la plus grande puissance du monde. En quelques mots, la leçon de vie que tu as apprise, la plus importante. Que vous êtes maître de tout ce que vous allez faire dans votre vie. S'il y avait un mot pour résumer ton parcours, ce serait lequel? Combattante. Quel plus gros regret? Bah, il y en a un. C'est de la manière dont j'ai quitté le papa de mes enfants. Quelle est ta plus belle rencontre? Avec moi-même. Quel conseil tu aurais aimé qu'on te donne quand tu étais petite? Ça me fait sourire parce que je suis pas sûre j'aurais voulu qu'on me donne un conseil. Ça aurait été horrible. Bah, de pas avoir de conseils. Donc non. C'était vaut mieux pas savoir, je crois. Donc non. Oui, Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui voudrait se lancer dans le bodybuilding? d'être bien sûr de faire les choses pour les bonnes raisons. Quel est le conseil le plus absurde qu'on ait pu te donner? La maîtresse à l'école en primaire a dit à toute la classe, si Morgane l'a fait, tout le monde peut le faire. Du coup, je vous retourne la chose, si Morgane l'a fait, tout le monde peut le faire. Merci, maîtresse. Parlant de maîtresse, tu es coach aujourd'hui. Qu'est-ce que tu répètes le plus à tes élèves? Buvez De l'eau. de l'eau. Hydratez-vous. Est-ce qu'il y a une personne qui t'a particulièrement inspiré dans ta vie? Kenny. Parce qu'il a renversé la situation de tendance de ce que je pensais du bodybuilding. J'ai jamais vu une personne aussi rigoureuse, aussi disciplinée, aussi droite. Pas un grain de riz en plus, pas un grain de riz en moins. En fait, moi, je me suis construite dans ce monde avec lui. Ouais, c'est Kenny. Kenny Privet, du coup. Quelle question tu aimerais lui poser? Waouh. Que je lui ai pas posé, du coup. Ben oui. Pourquoi moi? On vient de terminer le deuxième instant. Il reste la dernière minute, le dernier instant signature. Et donc, je vais lancer un chronomètre et tu auras 1 minute pour inspirer. Donc, quand on est seul. Quand on meurt, on est seul. Quand on est face à la maladie, on est seul. Quand on est face à l'accident, on est seul. Donc, n'oubliez jamais de vous privilégier. Le monde pense toujours à dire attention, pensez aux autres. Oui, c'est important, mais d'abord à vous. Rendez-vous heureux avant de donner de l'amour aux autres. Donnez-vous de l'amour à vous-même. Vraiment, c'est essentiel. Ce sera votre plus grande puissance, votre plus grande arme. Si vous n'êtes pas heureux, vous n'allez jamais pouvoir rien faire finalement. Donc, rendez-vous heureux. Merci. Merci beaucoup, Morgane. Merci à toi. Et merci, c'était un beau moment. Et surtout, j'invite aussi nos auditeurs à nous écrire des commentaires. Avec grand plaisir. Ou nous dire ce qui leur a plu dans ton parcours. Et je répondrai avec grand plaisir. Si vous êtes encore avec moi, c'est que cet épisode vous a plu. Alors, avant qu'on se quitte, j'ai 2 petits services à vous demander. 1, abonnez-vous, ça m'aide énormément à pouvoir continuer cette aventure. 2, partagez cet épisode. Parlez-en autour de vous. Une histoire partagée, c'est une inspiration qui voyage. Merci beaucoup pour votre soutien et surtout, restez curieux car chaque parcours a une leçon à offrir. À très vite pour une nouvelle dose d'inspiration.